Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes avec Laurent Domingos, le metteur en scène de Richard III. Bonjour Laurent. Bonjour. Pourquoi as-tu choisi de mettre en scène Richard III? J'ai décidé de mettre en scène Richard III parce que déjà ça fait longtemps que je travaille sur la sauvagerie du pouvoir au masculin, sur les prises de pouvoir. J'ai travaillé pas mal sur Néron avec Britannicus. Ces personnalités qui sont des personnalités qui sont des êtres humains en fait, qui appartiennent à notre race, mais qui à un moment donné dans leur trajectoire, par cette espèce d'envoûtement du pouvoir, deviennent des monstres, se font complètement ensevelir par cette soif. C'est une trajectoire, c'est une certaine psychologie, une trajectoire qui m'intéresse beaucoup. Le pouvoir au masculin m'intéresse beaucoup, savoir est-ce que le pouvoir est masculin, et qu'est-ce qui nous crée cette espèce d'inéluctabilité du dictateur au pouvoir. Et c'est intéressant de voir que ce texte est complètement intemporel à ce niveau-là, parce que la sauvagerie, les stratagèmes, la tactique et les tromperies qui sont employées sont encore très actuelles. Aussi, évidemment, j'aime beaucoup les classiques, et j'en ai fait pas mal, parce que le classique, les grands auteurs classiques sont à la fois intemporels, mais aussi d'une pouvoir de poésie complètement incroyable. Et l'évocation des mots, la capacité qu'ils ont à nous faire voir des images est complètement folle. Je trouve que j'ai pas mal travaillé sur Racine, et je trouve qu'il y a un point commun entre Racine et Shakespeare, c'est qu'avant d'être des dramaturges, ce sont des poètes. Et la poésie qu'ils engrangent dans leurs œuvres nous crée chez nous des images, des émotions qui sont absolument incroyables et intemporelles. Donc montrer ça au public de 2025, réactualiser l'enjeu, réactualiser la mise en scène et montrer que c'est intemporel, et montrer ça aussi aux scolaires, aux enfants, pour leur dire que c'est ça le théâtre, c'est passionnant. Tu peux nous rappeler vite fait le résumé de Richard III? Oui, alors le résumé c'est assez facile finalement. On est en 1483 à peu près. Donc il y a eu la guerre des Deux Roses, entre les York et les Lancastre. On est en Angleterre, on est à Londres. Il y a eu la guerre donc, des Deux Roses entre les York et les Lancastre. Les Lancastre étaient au pouvoir avec Henri VI et la reine Margaret, et les York ont réclamé le pouvoir. Il y a eu une guerre civile très sanglante qui a duré 10 ans. Et au bout de cette guerre, les York ont gagné, et donc Richard, qui fait partie de la famille des York, qui est le dernier de la famille, son grand frère est au pouvoir, Édouard IV. Richard est rejeté, difforme, un peu Quasimodo, il est haï quasiment par sa famille et considéré vraiment comme ce qu'ils appellent une créature des Goules. Et lui, par sentiment de revanche, par sentiment d'injustice, et parce qu'il pense que tous ceux qui sont au pouvoir ne sont pas légitimes, il va décider de prendre le pouvoir d'une manière inédite, qui ne sont pas dans les codes de l'époque, et il va utiliser de stratagèmes inédits. On est à l'époque de Machiavel. Machiavel, c'est juste un peu après, en 1516, mais Machiavel, dans son livre Le Prince, ne fait que décrire ce qu'ont fait les princes et en déduire des enseignements. Et bien lui va être l'un de ces princes-là. Il va défricher une méthode inédite de prise de pouvoir qu'on connaît maintenant avec pas mal d'hommes politiques qui prennent le pouvoir de façon assez sauvage. Et au niveau de la mise en scène, est-ce que tu as eu des difficultés particulières? Alors, de toute façon, on a toujours des difficultés quand on met en scène. Ça s'appelle une mise en scène. Non, en fait, l'idée de départ de plonger Richard III dans un monde post-apocalyptique, très Mad Max, avec 5 femmes au plateau, ça m'est arrivé tout de suite. Après, la réalisation de pourquoi c'est opportun, de comment ça marche et comment à la fin ça peut faire une machine aussi bien huilée, ça c'était très très laborieux. Parce que c'est un spectacle qui est très précis. Toutes les entrées, sorties, les prises de parole, les gestes, tout ça est extrêmement précis. C'est une machine même les moments drôles, les moments de clown sont très précis. Si ça déraille, le spectacle il peut vaciller. Et donc du coup, ce travail de rigueur que ces 5 comédiennes ont fait avec moi, c'est un travail qui est vraiment laborieux, dur, et qui nous a coûté beaucoup d'énergie, mais quand on voit le résultat, on est content. Ça vaut le coup, oui. Ouais.
Si tu devais résumer la pièce en 3 mots, tu choisirais lesquels? 5 femmes au plateau. En 3 mots. Oui, 3 mots. Oula. Mais 5 femmes au plateau, c'est bien aussi. 5 femmes au plateau, on va dire que c'est un mot. Ouais. J'ai envie de dire Shakespeare au sens où on est vraiment très fidèle à l'œuvre de Shakespeare. Et on a la traduction française de Jean-Michel Desprez qui est pour moi le meilleur traducteur de Shakespeare. Donc ça c'est le deuxième mot, c'est Shakespeare. Et le troisième mot ce serait théâtre. Pourquoi? Parce que quand les spectateurs vont voir cette pièce, elles ont tellement d'énergie, elles font tellement plein de personnages que les gens ils nous sortent et disent ça c'est du théâtre. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petit et que je voulais faire du théâtre, l'idée c'était de monter sur la table et faire avec les copains, dans des imitations, dans des blagues. Et là je trouve qu'elles ont fait ça. En fait on fait vraiment du théâtre, quoi. Elles arrivent, elles font plein de personnages, changent de costume, elles se marrent, elles se font des blagues. Il y a un truc. Ça c'est le théâtre. On parlait tout à l'heure des scolaires. La pièce s'adresse à quel public? Alors c'est tout public évidemment, hein, c'est un Shakespeare. En revanche, je pense qu'à partir de la 3e, ça peut être super parce qu'en fait, bon avant c'est bien. En fait, il n'y a pas de déconseillé en dessous, mais c'est juste que les sujets sont des sujets un peu de prise de pouvoir et tout. Bon, ça peut intéresser tout le monde, mais à partir de la 3e, je pense que c'est un tout petit peu plus intéressant. Et puis surtout, ce qui est génial pour les scolaires, c'est qu'ils vont découvrir un théâtre qu'ils vont penser eux avant qu'il est poussiéreux, parce que Shakespeare, c'est à l'école qu'on apprend ça, c'est chiant. Et en fait, ils vont voir que c'est ouf, que ces 5 guerrières-là, elles font des trucs incroyables, que c'est drôle. Et j'espère qu'ils vont sortir de là en disant j'ai envie de faire du théâtre, quoi. Ah, c'est le message que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu veux transmettre avec cette pièce? Et ben qu'il faut faire du théâtre. C'est que les enfants aient envie de faire du théâtre, que les enfants aient envie. Voient la différence. En fait, je trouve que ce spectacle, là où il est intéressant pour moi, qui est aussi un peu militant dans le spectacle vivant, c'est que là on voit que le spectacle vivant ne peut pas être remplacé par du numérique ou un film. Parce que quand vous voyez l'énergie qu'elles communiquent, en plus elles vont dans la salle, on fait participer le public. Il y a un truc ultra communautaire presque dans cette pièce, parce que les publics sont pris pour les citoyens. Alors c'est pas participatif, hein, c'est un poil immersif de temps en temps, mais c'est surtout que ça, il n'y a que le spectacle vivant qui peut faire ça en fait. Que le spectacle vivant. Ces émotions-là, cette complicité avec le public, cette complicité de l'instant, il n'y a que le spectacle vivant. Donc si on veut convaincre des enfants que le spectacle vivant, c'est-à-dire être au même moment, au même endroit, avec des humains qui donnent de l'émotion à d'autres êtres humains, et réciproquement, bah, je trouve que cette pièce, elle est faite pour ça. Et là, la question piège, pourquoi un programmateur devrait-il s'intéresser à Richard III? Bah, déjà pour tout ce que je viens de dire, en fait. C'est qu'en fait, c'est pour la même manière qu'un metteur en scène s'intéresse à Richard III. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire Richard III, je me suis dit, ça sert à quoi que je fasse un Richard III? Ostermayer est passé par là, Thomas Joly est passé par là, et j'en passe. Après, j'ai trouvé mon axe, qui est un axe, je pense, unique, modestement, hein, mais unique, de l'emploi des 5 femmes qui donne un relief particulier sur la notion de l'incarnation, de l'interprétation et de la sauvagerie du pouvoir. C'est extrêmement, je trouve que le côté que j'ai pas vu dans les autres mises en scène, qui est cette alliance hyper équilibrée entre la tragédie et le comique, je trouve c'est un équilibre qui moi me manquait dans les pièces que j'ai vues jusqu'alors, même si Ostermayer, j'ai trouvé que c'était, moi j'adore ce metteur en scène, mais la mise en scène d'Ostermayer était assez incroyable. C'était l'équilibre là, et surtout, encore une fois, c'est du théâtre, et donc ça peut intéresser un programmateur non seulement pour ses scolaires, mais aussi pour donner envie, redonner envie des classiques et à son public. Le classique souvent pâtit d'une image un petit peu poussiéreuse, voire un peu feignante. C'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de classiques qui sont un peu littéraux, il y a beaucoup de, voilà. Et en fait, quand on réinvente un classique, tout en respectant l'auteur, mais en le plongeant sur 2025, ça crée pour moi un nouvel échelon à la culture. Et ce qui est important, et ça, moi aussi je suis programmateur, donc c'est important qu'on sache tout ça, les programmateurs, c'est que de la même manière que Laurent Terzieff disait, le théâtre c'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela, en parlant du privé et du public, bah, de la même manière, les œuvres contemporaines, d'auteurs contemporains vivants, sont basées sur cette immense culture qu'on a, qui vient de Shakespeare et encore bien avant. Et donc que l'offre culturelle d'un programmateur soit à la fois du contemporain et à la fois ce socle commun qu'on a en Occident de la culture, c'est hyper important. Il ne faut pas perdre nos racines. Tout à fait. Sans jeu de mots.
Et enfin, une question peut-être plus perso, comment tu gères ces plusieurs casquettes, le festival off, le tractage, la pièce, comment tu gères ton quotidien? C'est beaucoup de fatigue, mais moi je tiens à ce que je ne peux pas demander à ma troupe de tracter si je tracte pas. C'est pas comme ça que je suis fait. Ouais. Et je peux pas demander à ma troupe, alors elles viennent de jouer, de parader, si moi je parade pas avec elles. C'est impossible. C'est-à-dire je me vois pas faire ça. Donc ça c'est obligé. Je suis d'abord un metteur en scène et une compagnie. Je veux dire, je suis coprésident de FSC, mais je suis coprésident de FSC parce que je suis d'abord une compagnie et que je milite pour le spectacle vivant, que je milite pour le off. Mais du coup, il ne faut pas que j'oublie d'où je viens. Voilà. Et là, après, comment on fait l'off derrière, c'est facile. On est là dès 9h du matin. Là, je suis en train de faire. Après, j'ai d'autres interviews, après, j'ai des rendez-vous. Et quand on peut, vite, on s'en va et on fait de la compagnie, etc. C'est difficile pour se concentrer. On a des petites nuits et au mois d'août, on est mort. Mais c'est un choix. Et c'est que du bonheur. Donc, non, c'est de la bonne fatigue, on va dire. Super, merci beaucoup, Laurent. Mais de rien.